Faisons dans le cadre de notre nouvelle saison thématique dédiée à la sécurité et à la tranquillité publique dans les petites villes de demain. Je suis Dominique Concile, la directrice des programmes Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain à la NCT. Et pour démarrer cette nouvelle saison thématique, nous avons le plaisir d'avoir Monsieur Michel Fournier, qui est le ministre délégué à la ruralité auprès de la ministre en charge de l'aménagement de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Monsieur le ministre nous a fait l'honneur d'être présent avec une capsule vidéo pour cette nouvelle saison thématique. Nous allons désormais l'écouter. Vous. Je suis bien entendu très heureux de m'adresser à vous à l'occasion de cette sixième saison thématique du Club des petites villes de demain, qui s'est consacré à un sujet essentiel, c'est donc la tranquillité publique, la sécurité et l'apaisement de notre cadre de vie. Depuis le lancement du programme en 2020, le Club Petite Ville de demain, c'est devenu, on peut dire, un véritable pilier du dispositif. C'est un lieu d'échange, de partage, d'expérience et de bonnes pratiques. Finalement, un espace d'inspiration et de réseau entre élus et chefs de projet. On peut dire que c'est un outil qui est vivant au service de vos territoires. Donc tout naturellement, en tant que ministre de la Ruralité, je m'adresse à vous aujourd'hui, puisque 75% des communes engagées dans le programme Petite Ville de demain se situent dans un territoire rural. Souvent d'ailleurs les anciens chefs-lieux de canton que nous avions auparavant. Cela montre bien combien la vitalité, on peut dire aussi la sécurité de nos petites villes sont au cœur de la ruralité d'aujourd'hui. Alors, vous êtes nombreux à me dire sur vos territoires, la question de la sécurité, de la tranquillité publique est devenue centrale. La sécurité, en dehors du fait qu'il y a la sécurité santé, c'est-à-dire la réponse dans, dans les difficultés d'obtenir des réponses de santé, c'est aussi sécuriser un centre-bourg. C'est aussi apaiser les espaces publics, prévenir les incivilités qui sont de plus en plus nombreuses, renforcer la cohésion sociale. Tout cela contribue à améliorer la qualité de vie et on peut dire au fond à renforcer l'attractivité de vos communes. L'édition 2025 du baromètre Ipsos sur le regard des Français sur les petites villes le confirme. Une petite ville, si on veut qu'elle soit attractive, il faut qu'on s'y sente bien. Et si on s'y sent bien, c'est qu'on s'y sent aussi en sécurité. C'est pour ça que la sécurité, c'est un levier d'attractivité, mais c'est aussi une condition de confiance entre élus, habitants et surtout acteurs du territoire. Alors, comment créer ces conditions d'un cadre de vie apaisé? Comment associer les citoyens à cette démarche? Comment mobiliser les moyens nécessaires, les partenaires, les forces de l'ordre, les associations, en fait, pour faire vivre tout simplement cette ambition? Je crois que c'est le sens de cette saison thématique, c'est de vous accompagner, vous outiller et peut-être aussi vous permettre d'échanger entre pairs. C'est souvent dans le dialogue entre élus, entre territoires, que naissent les meilleures solutions. Il faut savoir se causer. Je veux aussi saluer ici votre engagement partout en France, dans nos bourgs, nos villages-centres. J'ai aussi pu mesurer votre énergie, votre capacité à innover et à rassembler. Donc le programme Petite Ville de demain, on peut dire que c'est un vrai succès collectif. Plus de 5 ans après son lancement, il a transformé la manière d'agir, souvent ensemble, entre l'État, les collectivités et les partenaires. Et les premiers résultats sont là, et ils sont salués d'ailleurs par le rapport d'évaluation nationale et par le Sénat. Cette réussite, voilà, c'est la vôtre, hein, tout simplement. Alors, pour relever les défis de cette nouvelle saison, sachez que vous pouvez compter sur l'État, c'est bien entendu, la NCT également, sur les partenaires du programme et bien sûr sur moi, à vos côtés, pour continuer à faire vivre cette ambition d'une ruralité forte, apaisée et attractive. Donc je vous souhaite à toutes et à tous vraiment une très belle saison thématique, riche en échanges, et en solutions et en belles initiatives pour vos territoires. Je vous remercie.
Messieurs les élus, mesdames, messieurs les chefs de projet, je salue également les représentants des services déconcentrés, nos partenaires présents, les experts qui ont participé à la préparation de cette nouvelle saison thématique sur la sécurité et la tranquillité dans les petites villes de demain. Alors, comme l'a souligné Monsieur le ministre, les initiatives qui sont prises par les communes petites villes de demain dans ce domaine sont très nombreuses et elles jouent, ces initiatives, un rôle vraiment très important en matière d'attractivité des communes puisqu'elles contribuent à favoriser le bien-être tout simplement des habitants, le bien-être des administrés. C'est pourquoi nous avons souhaité, avec cette nouvelle saison thématique qui vous est proposée dans le cadre du club Petite Ville de demain, nous vous avons souhaité vous aider à découvrir des nouvelles initiatives, des retours d'expérience en matière de sécurité, qu'il s'agisse de tranquillité publique, qu'il s'agisse d'apaisement, du cadre de vie, tout ça pour renforcer la qualité de vie des citoyens. Notre objectif également, avec cette nouvelle saison thématique sur la sécurité et la tranquillité publique dans les petites villes de demain, c'est aussi de nous aider collectivement à prendre du recul grâce à la présence d'experts qui viendront éclairer cette thématique qui n'est pas toujours facile. Et puis enfin, c'est aussi l'occasion pour nous, cette saison thématique, de vous aider peut-être à vous saisir de nouveaux outils, de nouvelles actions, de nouveaux dispositifs qui pourraient vous aider en vous présentant des ressources qui sont adaptées aux petites villes de demain. Notre objectif, en quelque sorte, c'est aussi d'essayer tous ensemble d'avoir un regard sur la sécurité un peu à 360 degrés dans les petites villes de demain, en allant peut-être au-delà des dispositifs qui viennent spontanément à l'esprit, euh, et envisager la sécurité d'une manière vraiment globale à l'échelle de la petite ville de demain. Euh, alors pourquoi ce sujet de la sécurité et de la tranquillité publique dans les petites villes de demain? Je voulais aussi souligner dans cette introduction le fait que les maires, bien sûr, c'est la première autorité locale qui est compétente sur la commune en matière de tranquillité publique. Hum. Il faut rappeler les pouvoirs de police générale et spéciale des maires qui sont très importants. Euh, Au-delà de ces compétences juridiques, le maire, vous le savez, c'est aussi la première figure de confiance, la première figure de confiance pour les administrés, pour les Français. Et c'est très important donc que les habitants puissent savoir que l'élu est là pour répondre aussi à leurs questions. Et ils attachent beaucoup d'importance au rôle du maire en matière de tranquillité publique. Euh, donc, ce rôle très important qui est assuré par les maires tout au long de la préparation de cette saison thématique, nous avons pu noter d'ailleurs le fort engagement des maires en matière de sécurité et de tranquillité publique. Monsieur le ministre l'a rappelé également. Et il faut remercier les élus pour cet engagement. Euh, je voulais aussi peut-être rappeler les chiffres du dernier baromètre Ipsos sur le regard des Français sur les petites villes de demain, sur les petites villes. Monsieur le ministre l'a cité également. Ce baromètre nous montre qu'il y a quand même une dégradation assez importante du sentiment de sécurité dans notre pays. Mais quand on compare la situation avec les communes et les communes de petite taille, on se rend compte que ce sentiment de sécurité, il est beaucoup moins dégradé dans les petites villes que dans les autres villes. Il faut aussi dire que si les petites villes sont appréciées, c'est aussi parce elles apportent un cadre de vie où on se sent mieux, où on se sent davantage en sécurité que sur d'autres parties du territoire. Euh, il faut aussi peut-être souligner dans cette introduction que dès son origine, dès le début, le programme Petite Ville de demain s'est préoccupé de ces questions de sécurité, puisque un guide sur la sécurité dans les communes Petites Villes de demain a été produit en 2022 en partenariat avec la gendarmerie et la police nationale. On a eu un livret sécurité dans les petites villes de demain auquel il est toujours intéressant de se reporter. D'ailleurs, nous allons aussi travailler sur une actualisation de ce livret. Euh, Peut-être aussi rappeler sur ce sujet de la sécurité que le ministre de l'Intérieur, c'était lors du Beauvau de la sécurité en 2021, il avait annoncé que les petites villes de demain pouvaient avoir dans leur plan d'action
un volet sécurité, hein. De nombreuses communes ont intégré un volet sécurité dans leur programme d'action. Euh, Aujourd'hui, on a environ 360 communes, petites villes de demain, qui ont signé un contrat local de sécurité, ce qui montre aussi l'intérêt de la prise et l'importance de cette thématique dans les petites villes de demain. Ce que je voulais aussi peut-être souligner, c'est qu'au-delà de ces contrats partenariaux, hein, qui existent et qui sont toujours intéressants, les communes petites villes de demain disposent de très nombreuses ressources sur le sujet. Elles peuvent utiliser différents outils. Elles peuvent bien sûr travailler sur les aménagements publics. C'est important, les aménagements publics, puisque ça contribue aussi à la pacification de l'espace public et donc au sentiment de sécurité. Elles peuvent travailler sur différents équipements. Elles peuvent aussi travailler sur le renforcement des liens entre les forces de sécurité et la population. C'est aussi important puisque ça contribue à ce qu'on appelle le continuum de sécurité. Elles peuvent aussi travailler sur des actions d'animation, des actions de prévention, des actions d'intégration des citoyens les plus vulnérables. Ça fait partie aussi des leviers qui permettent d'améliorer la tranquillité publique dans les petites villes de demain, pour améliorer tout simplement le vivre ensemble. Et vous savez combien c'est important pour le programme Petites Villes de demain. Voilà, et donc un large panel d'actions qui sont possibles, qui sont disponibles pour agir sur la sécurité, sur l'apaisement du cadre de vie dans les petites villes de demain, des leviers d'action qui sont mobilisables. Notre objectif avec cette nouvelle saison thématique, c'est de vous aider à vous approprier ces différents leviers, c'est de vous donner des exemples et c'est encore une fois de réfléchir ensemble sur la manière de continuer à améliorer le bien-être, la tranquillité publique dans les petites villes de demain. Donc, pour ouvrir cette saison thématique avec ce rendez-vous des élus, pour nous accompagner, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui à nos côtés plusieurs experts. Je veux citer d'abord Gaëtan Gors, qui est haut fonctionnaire, qui a été parlementaire, qui est également chercheur à l'Institut des relations internationales et stratégiques et à l'IHEMI, qui est spécialiste donc des questions de sécurité dans les territoires. Nous entendrons également Monsieur Aurélien Poissonnier, qui travaille au niveau du service statistique du ministère de l'Intérieur, au service de la sécurité intérieure, en tant que chef de bureau du bureau de l'analyse territoriale de la délinquance et des études sur les relations forces de sécurité population. Et nous aurons également le plaisir d'entendre Jean-Luc Tariga, qui est conseiller pour l'administration territoriale au sein de la DGGN, la Direction générale de la Gendarmerie nationale. Donc, pour débuter ce nouveau webinaire, Rendez-vous des élus sur la sécurité et la tranquillité publique dans les petites villes de demain, nous allons commencer par entendre donc Monsieur Gors et Monsieur Poissonnier. Monsieur Gors, Monsieur Poissonnier, quel panorama pouvons-nous dresser de la sécurité en matière dans les petites villes? Selon vous, enfin, que pouvons-nous dire plutôt de cet état des lieux de la sécurité dans les petites villes de demain? Et je passe d'abord la parole à Gaëtan Gors. Merci à Madame Concy pour cette introduction. Euh, alors, l'idée qu'on puisse faire un lien entre les territoires et la délinquance c'est une idée qui n'est pas si récente, même si elle a eu du mal à s'imposer. Elle apparaît avec la sociologie. On se dit qu'au fond, la nature des territoires peut avoir une influence sur l'impact et la nature des infractions, que les deux peuvent établir une forme de dialectique et qu'il faut y travailler. Les universitaires français à la fin du 19e et italiens vont développer une réflexion qui serait surtout prise en charge par les Américains. Et c'est dans les universités anglo-saxonnes que va se développer ce qu'on appellera la rural criminology et qui va se développer toute une série de réflexions tentant d'expliquer la délinquance à travers des phénomènes qui sont liés à l'organisation des quartiers, à la sociologie des villes, aux phénomènes qui s'y produisent. Alors on passera d'une approche très sociologique fondée sur l'organisation sociale et qui, par exemple, pour les petites villes ou pour les territoires ruraux, pourrait laisser penser que le cadre étant plus stable, cela expliquerait que la délinquance y soit moins importante, à une approche dès les années 60 plus situationnelle, c'est-à-dire qu'on se mettra
à réfléchir en termes d'opportunités offertes à la délinquance. Et donc, on encouragera des mesures de prévention, d'organisation de l'urbanisme qui déboucheront sur toute une série d'initiatives. Alors, les anglo-saxons en ont la primeur, puisqu'ils vont développer ce qu'on appelle le community policing, qu'on développera ensuite un peu en France sous la forme des outils qu'on connaît aujourd'hui, les commissions de prévention de la délinquance et de la radicalisation, la mise en place des contrats locaux de sécurité, et d'une certaine manière, ce qui est proposé dans les contrats Petites Villes de demain est le prolongement d'une réflexion qui a été engagée en France dans les années 80 et qui aujourd'hui a trouvé cette forme d'aboutissement. Alors d'autres formes d'ailleurs apparaissent aujourd'hui auxquelles il faut être attentif en la matière, qui sont notamment des technologies, l'utilisation des technologies numériques, qui travaillent sur des cartographies de la délinquance et privilégient l'utilisation des moyens en fonction des points chauds repérés, aussi bien sur les territoires urbains que sur les territoires ruraux. Mais c'est d'abord sur les territoires ruraux. Et c'est là-dessus que je voudrais insister. C'est d'abord sur les territoires ruraux que l'on assiste, les territoires urbains que l'on assiste à la mise en place de ces outils, comme si la ruralité n'existait pas en matière de délinquance, soit parce qu'on considérait qu'elle était d'un niveau tel qu'elle ne méritait pas une attention particulière et une mobilisation, soit simplement parce qu'on ne savait pas définir la ruralité. C'est vrai que pendant longtemps, jusqu'à une période très récente, l'INSEE la définissait d'abord comme des petites communes de moins de 2000 habitants avec un certain nombre de critères connexes, mais enfin sans que ça corresponde à une réalité. Il a fallu attendre d'une certaine manière la crise des Gilets jaunes et les travaux qui avaient été entamés initialement par la DATAR, puis le CGET et maintenant la NCT, pour qu'on commence à étudier la carte de France à partir de critères définissant la réalité en fonction de la ruralité en fonction de la densité de population et aussi de la plus ou moins grande proximité avec les agglomérations, ce qui a fait émerger une population de l'ordre d'un tiers de la population française, représentant plus de 80% des communes et plus de 90% du territoire. Et on a commencé à partir de là, c'est-à-dire très récemment, à disposer des données à partir desquelles on pouvait tenter d'étudier la sécurité en milieu rural, qui avant était indistincte, comme je l'ai indiqué, en fonction, elle était rangée dans toutes les études qui étaient menées dans les catégories communes de moins de 2000, ce qui ne correspondait pas à une réalité. Dans le rapport que j'ai été amené à présenter au ministre en 2019-2020, je me suis appuyé sur les évolutions qui étaient en cours, notamment sur les travaux du CGET, et j'ai obtenu, d'ailleurs, je remercie le SCC Messi qui a travaillé, qu'on puisse à l'époque, c'est possible aujourd'hui, à l'époque c'était un peu novateur, qu'on puisse traiter les données dont on disposait, notamment le fameux État 4001 qui recense l'ensemble des infractions recensées sur un territoire, qu'on puisse le traiter en fonction des différents types de territoires et des différentes formes de ruralité. Parce qu'évidemment, la ruralité qui a surgi à nos yeux n'est pas une ruralité uniforme. On en a distingué à cette époque et encore un peu aujourd'hui trois grandes sortes. D'abord, ce que j'appellerais la campagne des villes, c'est-à-dire la première couronne des villes moyennes et la deuxième couronne des grandes villes. Puis ensuite, les petites villes, ce qui correspond plus d'ailleurs au processus petites villes de demain, souvent autonomes par rapport aux grandes agglomérations, mais souvent confrontées à des problèmes de reconversion économique ou agricole. Et puis enfin, la campagne qu'on pourrait appeler l'hyper-ruralité, c'est-à-dire la campagne telle qu'on l'a en tête, c'est-à-dire avec un relatif isolement et un vieillissement marqué. Évidemment, la délinquance qu'on observe de chacun de ces types de territoires n'est pas le même. Globalement, pour tous ces territoires dits ruraux correspondant à ces trois catégories, ce qui prédomine pour moitié, grosso modo, des infractions, je ne pense pas que ça ait changé ces dernières années, c'est pour moitié des cambriolages et des vols, un tiers de cambriolage, deux tiers de vol, représentant la moitié des infractions, suivies aujourd'hui de manière significative par ce qu'on peut appeler les escroqueries sur les infractions économiques et financières, dont sont souvent victimes les personnes âgées, soit à travers des visites à leur domicile, soit de plus en plus fréquemment, évidemment, via le numérique. Vient s'y ajouter, là encore, plus récemment, les enjeux associés à la question des trafics de stupéfiants, qui commence à prendre dans certains territoires, y compris de petits territoires, une dimension qui est préoccupante. Alors si on rentre plus dans le détail de ces trois types de territoires, si on regarde notamment
les campagnes que j'appelais les campagnes des villes, à proximité des villes, première couronne, deuxième couronne. Là, on est sur un taux de cambriolage et de vol qui est beaucoup plus important, de l'ordre des 2 tiers de la totalité des infractions, avec derrière ensuite toute une série de petites infractions, notamment les infractions économiques. Pour les petites villes elles-mêmes, c'est-à-dire grosso modo 10 000 habitants, un peu moins de 10 000 habitants, là encore, les études n'ont pas été très poussées et j'ai notamment été amené à faire dans le cadre du rapport un certain nombre d'études de cas, c'est-à-dire que j'ai pris les données disponibles sur une dizaine d'années d'un certain nombre de territoires, souvent des sous-préfectures ou des chefs-lieux de canton dont parlait le ministre tout à l'heure, pour tenter de dégager les tendances. Et ce qu'on observe, c'est que là encore, ce qui prédomine sont les cambriolages et les vols, toujours dans un rapport d'un tiers, 2 tiers, mais en quantité moindre, c'est à peu près 50% de la totalité des infractions, contre 2 tiers pour les territoires proches des agglomérations, avec une différence assez marquée entre les territoires en déprise, c'est-à-dire des petites villes qui traversent des périodes difficiles liées à la reconversion économique ou agricole, dans lesquelles, d'une certaine manière, la délinquance avait tendance à se figer, c'est-à-dire qu'on avait vu les cambriolages et les vols d'une certaine manière plutôt diminuer, alors que les violences physiques, les violences intraconjugales, les agressions sexuelles avaient plutôt tendance au contraire à augmenter. Et puis enfin, dans les territoires que j'ai qualifiés d'hyper-ruralité, là, on dispose, je ne sais pas, M. Poissonnier nous précisera, de très très peu d'éléments, mais les études de cas que j'ai pu établir traduisaient essentiellement, en dehors des incivilités, des problèmes de vol associés généralement à une population locale, et puis des vagues de cambriolage qui sont des mouvements cycliques dont ces territoires peuvent être les victimes. Alors, ces processus, comment les expliquer? J'aurais dû, dans un premier temps, rappeler tout de même qu'il y a évidemment une particularité des agglomérations par rapport à cette délinquance, qui est que ces agglomérations, les grandes villes, concentrent pour l'essentiel les vols contre les personnes, c'est-à-dire d'une certaine façon les agressions suivies de vols, et qu'ensuite les autres types d'agressions, les cambriolages, les vols dans les logements, dans les véhicules, et puis tout ce qui touche aux agressions physiques, mais aussi plus particulièrement aux violences sexuelles, aux coups et blessures volontaires, sont plus importantes en ville. Donc il y a une importance évidemment très liée à la démographie, mais dans des proportions qui varient. C'est-à-dire que l'écart peut être très important pour les vols sur les personnes, qui est plutôt une caractéristique des villes et des grandes villes. Les écarts sont aussi importants entre les zones rurales et les villes et les grandes villes sur les autres types d'infractions, mais ces écarts se réduisent et on s'aperçoit que notamment pour ce qui concerne les agressions sexuelles, les violences intraconjugales, pour les types d'agressions de cette nature, on aboutit à des écarts qui sont moins importants, comme si les homicides, comme si le territoire avait moins d'influence et la composition sociologique et démographique moins d'influence sur des agressions de cette sorte, sur les infractions de cette sorte. Alors, comment on peut expliquer les différences que j'ai essayé d'évoquer très rapidement? Il y a évidemment plusieurs facteurs. Je l'ai évoqué, il y a comment dire, un rapport direct entre la taille de la collectivité et la nature des infractions et la gravité des infractions. Ça, c'est indiscutable. Il y a aussi un lien avec la configuration des territoires et notamment la confédération de l'urbanisme. On s'aperçoit que, par exemple, pour ne reprendre que des études qui ont été menées par la gendarmerie, un quartier, un lotissement qui aura été aménagé selon des plans très rationnels, avec des voies qui se croisent, a plus de chances de faire l'objet de cambriolage, plus de risques de faire l'objet de cambriolage, qu'un quartier dans lequel les rues sont entrelacées. Pourquoi? Parce que les possibilités de fuite sont moins importantes pour ceux qui se livrent à ces séries de cambriolages. Tout ça joue un rôle. Mais quand on regarde quand même l'évolution de la délinquance au cours de ces dernières années, ce qui frappe le plus, c'est que ce phénomène ne peut pas ne pas être distingué de ce que l'on a appelé la métropolisation, c'est-à-dire le développement et l'attractivité des grandes agglomérations. Plusieurs études ont été menées sur le sujet, je pense notamment à l'Université de Toulouse 1 et du Centre de recherche et d'études sur la police, qui a étudié de manière très précise l'évolution de la délinquance, par exemple, autour de Toulouse. Et on voit que si les vols restent concentrés sur l'agglomération de Toulouse, les autres types de délinquance, en particulier les cambriolages et les vols de véhicules, progressent à partir de Toulouse, selon une formule concentrique s'il s'agit de l'agglomération, et ensuite le long
donc presque en étoile, le long des voies de communication. C'est-à-dire qu'il y a une exportation, on peut pas le considérer autrement, de la délinquance qui se perd en fonction de la proximité de la métropole et aussi en fonction de la distance à la métropole et surtout du moyen de communication. Paradoxalement, plus on s'éloigne de la métropole, ce n'est pas la taille de l'agglomération dans ce cas-là qui va jouer sur les taux observés de cambriolage et de vol de véhicules, par exemple, c'est la proximité et notamment, pas la proximité, c'est pardon, la connexion, la facilité d'accès, qui est l'élément déterminant sur les statistiques dont on peut disposer. On est donc là sur quelque chose qui mérite d'être considéré, c'est-à-dire que la criminalité, la délinquance a tendance à se déplacer en rayon autour de l'agglomération et aussi en étoile à partir des voies de communication qui sont développées, ce qui est pourtant une tendance relativement importante. Alors évidemment, c'est moins net dès lors qu'on s'éloigne de l'agglomération à plus d'une heure, par exemple, où vient se mêler à cette délinquance exportée, une délinquance endogène. Difficile d'estimer, hein, je parle sous le contrôle des statisticiens et de la DGGN, mais le seuil à partir duquel une collectivité, un territoire génère une délinquance endogène, je veux dire une délinquance significative, en dehors des petits vols, des larcins que j'évoquais pour les campagnes isolées, on peut dire entre 30 et 50 000 habitants sans doute, où il y a cohabitation entre une délinquance qui peut venir de l'extérieur et une délinquance qui, en matière de cambriolage, peut se mettre en place localement. Donc tout ça donne quand même une idée d'une évolution relativement modeste, mais tout de même significative de la délinquance sur son territoire, d'autant qu'elle est relayée par la préoccupation exprimée par les habitants, qui fait que les élus sont évidemment souvent amenés à s'en soucier de manière assez étroite. Alors, pour tenter de mesurer l'attention de la population à ces questions, on utilise deux outils. On a distingué la préoccupation sécuritaire du sentiment d'insécurité. La préoccupation sécuritaire, c'est l'idée qu'on a que la sécurité est une question prioritaire dans le débat public à l'échelle nationale ou à l'échelle locale. Et là, c'est frappant d'observer que pour ceux qui considèrent que la sécurité est un enjeu central en matière nationale, dans les buts nationales, on a des taux d'adhésion à cette idée qui sont très proches selon qu'on est en zone rurale ou en zone urbaine, entre 19 et 22 de la population répond positivement. En revanche, si on vient à l'échelon local, est-ce que cette question est prioritaire dans les politiques à mener sur votre territoire? Là, l'écart entre les zones rurales et les zones urbaines se creuse, on passe de 3 à 18 donc on voit une différence sensible. Et si on complète par le sentiment d'insécurité, c'est-à-dire le sentiment qu'on a qu'un risque existe, soit à son domicile, soit dans sa ville ou son quartier, son village, pour vous-même, sachant que c'est d'ailleurs fortement connecté à l'expérience. Si on a déjà été attaqué, agressé ou cambriolé, évidemment, on répondra de manière évidemment plus nette. Mais de manière générale, on s'aperçoit que le sentiment d'insécurité à domicile, c'est-à-dire est-ce que je pense que je peux être agressé ou faire l'objet d'une violence à mon domicile ou d'être cambriolé, est le même en zone urbaine et en zone rurale. Ce qui explique là aussi les enjeux politiques qui peuvent se cacher derrière, parce que ça veut dire que le rappel simplement de la réalité des données n'est pas suffisant pour une population qui, elle, s'interroge par rapport à une situation plus générale. Puis si on vous pose la question en revanche, est-ce que vous vous sentez en sécurité dans votre quartier ou votre village? Là, on retrouve un écart entre les zones rurales et les zones urbaines, c'est-à-dire que quand on vit dans un petit village ou une petite ville, on a moins un sentiment d'insécurité, on se sent moins dans l'insécurité que lorsqu'on vit dans un quartier. Et s'il y a une ville dans laquelle les deux phénomènes se retrouvent, perception sécuritaire et sentiment d'insécurité au même niveau, sont généralement les métropoles et notamment la ville de Paris, dans lequel on retrouve le même sentiment. Oui, l'insécurité est un sujet majeur. Oui, j'ai un sentiment d'insécurité. Là, on retrouve ces données, mais j'indiquais que pour les zones rurales, la notion était un peu différente. Alors évidemment, les élus confrontés à cela et la gendarmerie, qui est la plus souvent concernée, sont confrontés à ces difficultés et à ces écarts parfois entre les réalités et les perceptions. Si je devais résumer pour finir, je dirais, mais sans vouloir parler au nom des élus qui sont autour de cette table numérique, que les élus sont partagés entre le souci de préserver le prérogative en matière de sécurité, la crainte qu'on le leur enlève, et notamment au niveau de l'intercommunalité, même s'ils sentent bien la nécessité de développer la coopération, et en même temps, la crainte aussi que la gendarmerie et l'État se retirent, réduisent ses effectifs, continuent à diminuer ses brigades. Le processus est interrompu depuis quelques années et ça a créé un climat plus favorable. Ont été développées des techniques de contact qui ont également rétabli le lien
entre les élus et la gendarmerie, mais cette difficulté, cette inquiétude persiste. Côté gendarmerie, la contradiction que j'ai pointée, elle est toujours là, c'est qu'il y a une petite contradiction entre le niveau de professionnalisme, qui est évidemment excellent de la gendarmerie, et par conséquent le sentiment qu'ont les gendarmes que c'est à eux de résoudre les problèmes de sécurité, et puis la nécessité qu'ils éprouvent de solliciter les acteurs pour arriver à occuper de manière satisfaisante le terrain et traiter tout ce qui se situe entre la délinquance importante et les incivilités, et pour lesquels ils ont besoin évidemment d'un partenariat. Or, ces partenariats, et notamment je le regardais par rapport aux projets qui ont été mis en place dans le cadre des petites villes de demain, je l'avais dit à Blois lorsque j'avais été invité à m'exprimer sur le sujet, je conclurai là-dessus. Les volets sécurité, peut-être ont-ils évolué depuis, je le souhaite, sont des volets qui respectent d'une certaine manière cette répartition des rôles. Plutôt qu'un diagnostic partagé, que la définition de plan d'action, qui suppose évidemment que chacun fasse un effort, y compris que la gendarmerie accepte, que les élus, que les acteurs locaux mettent un œil sur les dispositifs opérationnels, on reste, à mon sens, on restait en tout cas à l'époque, dans un cloisonnement qui n'était pas la meilleure garantie pour apporter des réponses aux problèmes qui se posent, dont j'ai indiqué qu'ils avaient des caractéristiques spécifiques, mais dont il faut aussi souligner la diversité, puisque les enjeux de sécurisation sont très importants. Voilà ce qu'on pouvait dire dans un premier temps, mais M. Poissonnier et puis le membre du cabinet de la DGGN apporteront sans doute des données plus récentes et plus complètes. Merci beaucoup, Monsieur Gors, pour ce panorama de la sécurité dans les territoires ruraux, très clair et vraiment tout à fait intéressant. Monsieur Poissonnier, Oui, bonjour à tous. Merci de nous accueillir sur ce webinaire. Je vais compléter un petit peu effectivement ce que racontait Monsieur Gors juste avant, mais je ne vais pas rentrer dans le détail puisqu'on se retrouvera plus tard sur un webinaire plus détaillé. Déjà, je vais vous dire qu'il y a de la donnée qui est disponible et j'imagine que les élus, vous êtes très intéressés par connaître ce qui existe, qui pourrait euh, concerner votre commune. Je vous ai préparé une petite vidéo, enfin je ne l'ai pas fait tout seul, hein, mais on a une petite vidéo de présentation qui pourra vous permettre de mieux comprendre, de mieux connaître ce qui est mis à disposition des élus, euh, voilà, qui présente un peu les outils. Je ne sais pas si vous avez le son, c'est un problème de son. Connaître la réalité de la délinquance enregistrée dans une commune, c'est possible. Les données existent, elles sont publiques, territorialisées et fiabilisées. Le SSMSI met à disposition des données territorialisées, en open data, sur la délinquance enregistrée par la police et la gendarmerie nationale. Rechercher une commune. Visualiser les indicateurs sur plusieurs années. Comparer, analyser et télécharger ces données. Retrouvez également une base de données communale, départementale et régionale sur la délinquance enregistrée. Une visualisation interactive des cambriolages de logements enregistrés à l'échelle infracommunale est disponible pour les unités urbaines de plus de 100 000 habitants. Des outils pensés pour les chercheurs, élus, journalistes et tous les citoyens qui s'informent sur la sécurité intérieure. Découvrez toutes les applications de data visualisation du service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Voilà, merci beaucoup. Voilà, cette petite présentation donc, pour vous dire que donc, le SSMSI, donc le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, produit à partir des enregistrements de la police et de la gendarmerie des données sur chaque commune de France met à disposition une base statistique fiabilisée, mais aussi sécrétisée pour des raisons du secret statistique et du secret de l'enquête de l'instruction, euh, qui vous permettent de connaître la délinquance sur la plupart des territoires. Ça, un des produits qu'on réalise. Et comme c'est une base de données qui est assez grosse et que c'est pas facile de se l'approprier, on a mis avec cette base de données une application de data visualisation
qui permet de naviguer en fait dans cette base de données et d'assez simplement aller extraire des données sur une commune ou une autre. Voilà. Euh, voilà ce que je voulais vous présenter. Après, là, on l'a pas encore sous les yeux, mais on va vous faire une analyse sur la délinquance des villes du programme Petites Villes de demain pour essayer de contextualiser l'évolution de la délinquance dans ces communes et la comparer à des communes comparables ou des communes plus rurales ou plus urbaines. Car effectivement, comme le disait Gaëtan Gors, il y a un vrai enjeu de contextualisation de la délinquance. Euh, le grand fait stylisé, on va dire, c'est que plus une commune est grande et plus la délinquance va s'y concentrer. Et donc, dans les communes très rurales, vous allez avoir très peu de délinquance. Et dans les communes très urbaines, vous allez concentrer la quasi-totalité de la délinquance enregistrée dans le territoire. Mais en fait, ce qui va être intéressant, ça va être de regarder un peu les nuances dans ce fait stylisé-là pour comprendre quel type de délinquance va se concentrer plus ou moins et donc quel type de délinquance on va retrouver dans les petites villes de demain. Donc, c'est des villes qui en fait sont à la frontière entre le rural et l'urbain. Voilà. Donc je pense qu'on fixera une date pour un webinaire un peu plus tard, mais j'aurai l'occasion de vous raconter tout ça dans le détail. Voilà. Merci beaucoup. Je remercie donc Monsieur Gors et Monsieur Poissonnier pour leurs interventions sur le sujet des enjeux de la sécurité dans les petites villes de demain. Je vous propose maintenant d'entendre Jean-Luc Tarrega. Monsieur Tarrega, donc vous êtes conseiller auprès du DGGN. Quels sont les leviers d'action qui sont à la disposition des élus locaux pour agir en matière de sécurité? Et je crois que vous voulez aussi nous parler de cet outil intéressant qui s'appelle Jean d'élu, qui a été lancé en 2021 et qui permet d'aider les élus des communes tout simplement à mieux appréhender les problématiques de sécurité en leur offrant aussi un certain nombre d'outils très, très opérationnels. Monsieur Tarrega. Alors, vous n'avez pas votre son allumé, Monsieur Tarrega. Oui, est-ce que vous m'entendez? Désormais, nous vous entendons très bien. Eh bien, merci beaucoup. Désolé, un petit problème technique puisque je suis en ce moment même dans les territoires à Albi pour le congrès des départements, donc sur le terrain avec les gendarmes et les élus. Donc, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, chers amis, je suis très heureux d'avoir ce temps de parole pour vous parler de l'offre de services de la gendarmerie à destination des élus, dont l'évolution, Madame Concile vient de l'indiquer, de gens d'élus. Vous le savez, la gendarmerie couvre 95% du territoire, la moitié à peu près à égalité avec la police nationale, nos amis des forces de sécurité intérieure de la population. La gendarmerie a déployé cette logique de proximité, de lien direct et permanent avec les élus dans le but de coproduire la sécurité sur les territoires. Elle a aussi, par la voix de son directeur général, souhaité offrir un appui opérationnel, technique, numérique, qui s'adapte aux enjeux locaux et on le dit quotidiennement, ceci ne manque pas d'évoluer. Et puis, un volet qui est celui d'accompagnement des collectivités dans la prévention et la gestion des crises. Alors, comment la gendarmerie s'est organisée, a fait évoluer cette offre? Eh bien, c'est évidemment en créant des entités nationales comme le commandement pour l'environnement et la santé, le CESAN,
des unités comme le ComCyber pour prendre en compte cette dimension importante, mais aussi et surtout en déclinant ces grands commandements sur le terrain, dans vos groupements, vos compagnies qui sont vos interlocuteurs du quotidien. Donc, dans chaque groupement, on va retrouver, par exemple, un référent élu qui est le contact direct, permanent, privilégié entre les maires et les présidents de PCI, qui permet des traitements accélérés, des remontées directes, et puis, et surtout, ce qui nous intéresse, des suivis individualisés ou en tout cas spécialisés sur les cas qui sont remontés. On a également des référents cyber qui sont les interlocuteurs sur la thématique, des référents et des enquêteurs verts sur les problématiques d'environnement que vous pouvez mobiliser non seulement, j'ai envie de dire, pour des cas pratiques, donc par exemple sur le volet environnemental, des dépôts sauvages ou autres, mais aussi pour de la formation et de la sensibilisation. Dans dans ces outils, ou en tout cas ces dispositifs d'accompagnement, Jean Delu prend évidemment une part importante avec une évolution majeure qui est celle de la version application vers une application, pardon, une utilisation web, c'est-à-dire accessible depuis un ordinateur et accessible non plus seulement au maire qui a téléchargé l'application, mais à tous ceux qui veulent aller sur le site. Dans Jean Bellu, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve évidemment des fiches pratiques, entre guillemets, des modes d'emploi, des procédures, mais aussi la possibilité, avec un dispositif qui fonctionne 24/24, la possibilité de rentrer en contact avec un gendarme, entre guillemets, de permanence en cas d'urgence ou de menace immédiate. Tout cela, évidemment, a été co-construit et intégré dans l'application Ma Sécurité que vous connaissez, j'imagine, et qui vient compléter les autres dispositifs, plateforme Pharos, et puis inscription aussi des numéros des élus dans les annuaires directs. Ce que prône et ce que demande d'ailleurs le directeur général de la gendarmerie aux unités de terrain, c'est évidemment de s'appuyer sur son maillage territorial pour maintenir et accentuer le contact avec les élus au travers de réunions régulières avec les maires, hors période de réserve, bien entendu, de participation au moins une fois par an à un conseil municipal, voire un conseil communautaire, la présence naturellement dans les instances locales de sécurité comme les CSPD ou les CISPD, là où ils existent. Donc vraiment, c'est une volonté très forte du directeur général que sur le terrain, les gendarmes et les élus puissent échanger très régulièrement. Euh, la semaine prochaine, d'ailleurs, le directeur général se rendra très largement au congrès des maires pour discuter avec les maires, les présidents d'intercommunalités sur la coopération entre les maires et la gendarmerie. Un autre pan très important et qui, lui, est hébergé par la gendarmerie, même s'il est ministériel, c'est le centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus, où la gendarmerie a décidé, j'ai envie de dire, de renforcer son dispositif d'écoute et d'accompagnement avec les différentes lois qui ont été votées, dont la dernière d'avril 2020 en la matière, qui prévoit évidemment des signalements prioritaires des agressions, des enquêtes, des dépôts de plaintes systématiques, et puis des conseils en sécurisation qui sont personnalisés et adaptés. Là aussi, au congrès des maires, les dispositions du PAC Nouvel Élu en vue des prochaines municipales sera présentée et déployée dans un agora. Donc,
c'est un sujet important sur lequel la gendarmerie s'investit très fortement et évidemment avec l'appui ministériel. Nous avons ensuite, je l'évoquais dans mon propos liminaire, l'appui en matière de gestion de crise. On voit que les crises euh, se, se multiplient, prennent des formes différentes et à chaque fois, les forces de sécurité intérieure et évidemment la gendarmerie dans les territoires sont concernées, et si j'ose le terme, quasiment en première ligne. Donc, outre l'appui parfois logistique, mais surtout opérationnel qui est apporté, il y a les questions de coordination en matière de gestion de crise sur le. Pardon, excusez-moi, arrêtez de passer derrière moi, s'il vous plaît. Je vous prie. Euh, Excusez-moi, c'est des aléas du terrain. Euh, la coordination avec les préfets, avec les maires, pour les questions de sécurisation et puis les questions aussi d'appui à la communication de crise. Donc ça, c'est un volet important. Il peut prendre des formes différentes. On a vécu les méga-feux dans l'Aude, où, sans que ce soit une question sécurité intérieure au sens propre du terme, on a eu un appui très fort des forces de gendarmerie sur les différents dispositifs. Autre forme d'appui très importante et prioritaire, c'est la cybersécurité dans les collectivités. On sait que nos données sont convoitées, qu'elles peuvent partir dans le monde entier pour des utilisations diverses et surtout rarement vertueuses, avec un certain nombre de collectivités qui ont subi des blocages de leur système informatique. Et donc, la gendarmerie accompagne les collectivités et les communes dans la prévention de ces attaques avec un appui technique par le COM CyberGend et puis une coopération avec l'ANSSI. Et là aussi, ce qui nous intéresse, c'est le terrain. Et donc, sachez que dans vos groupements, un référent cyber dispose de compétences qui peut faire des audits de sécurité de vos systèmes et évidemment des préconisations pour accéder ou upgrader, pardonnez l'anglicisme, vos systèmes informatiques. Et puis, dans les questions plus liées à la prévention, eh bien, nous avons la participation au dispositif des communes en matière de prévention sécurité, euh, les plans vacances. Je suis dans le sud-ouest, donc je peux évoquer aussi le plan foie gras, qui est co-construit avec les entreprises et les collectivités, bien entendu. Et puis le soutien également aux initiatives citoyennes et puis à toutes les formes de partenariats locaux. Dans les préconisations, en tout cas les outils, les référents sûreté peuvent aussi faire des audits sûreté avec des préconisations pour le développement de la vidéo protection, de ce qu'on appelle aussi la cartographie prédictive, hein, qui s'appuie d'ailleurs sur les statistiques qui sont produites par le CNSI et qui peuvent voilà, orienter en tout cas les politiques publiques locales en matière de sécurité. Toutes ces coopérations qui évidemment ont tout leur sens au niveau local, elles sont un petit peu chapeautées ou en tout cas organisées au niveau national. Je le disais en préambule avec des partenariats qui sont noués avec l'Association des départements de France, l'Association des maires de France, des intercommunalités, avec des forums comme le FFSU ou encore France Urbaine. Donc, localement, vous avez la possibilité de vous adresser à la gendarmerie, à votre groupement, à la compagnie, pour mobiliser ces ressources et puis solliciter des séances de formation, d'information, d'échange, évidemment, qui seront les productifs puisque adaptés à vos territoires.
voilà, sachez que les groupements sont aussi appuyés hein, par la direction générale de la gendarmerie qui ne manque pas évidemment d'intervenir pour aider les groupements à dimensionner leurs interventions et leurs partenariats. Voilà, je conclurai en répétant ce que je vous ai dit en introduction, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une volonté très forte du directeur général de la gendarmerie de pousser ces coopérations locales, cette intelligence locale, cette intelligence du terrain qui correspond à l'ADN de la gendarmerie et à son maillage territorial. Merci, merci, Monsieur Tarrega. Alors, nous arrivons au terme de ce webinaire qui était le webinaire d'ouverture de la nouvelle saison thématique sur la sécurité et la tranquillité publique dans les petites villes de demain. Je remercie vivement nos trois intervenants pour leurs propos à la fois précis et clairs. Je souhaite remercier aussi les partenaires du programme qui nous accompagnent dans cette nouvelle saison thématique, également la police nationale et la gendarmerie nationale, ainsi que nos partenaires, notamment l'ADEME, le CERAMA, les CAUE, et puis l'équipe PVD, fortement mobilisée pour vous proposer cette saison thématique. Je remercie également les services déconcentrés sur le terrain qui sont à chaque fois mobilisés pour accompagner les petites villes dans la mise en œuvre de leurs projets. Et surtout, avant de nous quitter, je vous donne un prochain rendez-vous. Merci de noter dans votre agenda la prochaine date du club Petite Ville de demain dans le cadre de notre nouvelle saison thématique. Ce sera jeudi prochain, le 20 novembre, à 14 heures, un nouveau webinaire, Les clés pour agir. C'est un webinaire qui sera consacré aux dispositifs de prévention et de sécurité, des axes stratégiques pour l'attractivité des petites villes de demain. Et nous aurons lors de ce webinaire des témoignages venant de collectivités. Vous y trouverez en effet la présentation de ce qui est fait dans la commune du Var Arc-sur-Argent, dans le Var, et une autre collectivité du Pas-de-Calais, la communauté d'agglomération du Boulonnais, donc deux collectivités qui viendront nous présenter les expériences, les actions qu'ils ont mises en œuvre pour agir sur ce sujet de la sécurité et de la prévention. Et nous accueillerons également lors de ce webinaire une sociologue spécialisée des politiques et des dispositifs et métiers de la sécurité quotidienne à l'Institut Paris Région. Il s'agit de Virginie Malochet. Voilà, Virginie Malochet, notre experte sociologue qui sera présente pour nous éclairer lors de ce prochain webinaire. Il me reste à vous remercier de votre participation et à très bientôt pour un nouveau webinaire de la saison thématique. Au revoir, merci.